où chacun pose un peu les billes sur la table. Il y a la grande phase active où les arguments s'affrontent. Et la troisième phase, la conclusion. On est d'accord ou pas? Et à quelles conditions? Autant la première phase peut paraître protocolaire, elle ne l'est pas du tout. Elle détermine comment vous vous êtes préparé à aller négocier. Lorsqu'il s'agit de négocier, et que vous négociez quelque chose de petit, vous avez l'art et la possibilité de ne pas vous préparer. Mais si vous allez négocier quelque chose d'important, tous les chiffres, tout le timing, même la manière dont vous allez vous organiser pour parler est structurée. C'est pour ça que lorsque les gens vont négocier la dot, par exemple, il y a quelqu'un qui va parler. Il y a quelqu'un qui va introduire celui qui va parler. Tout ça n'est pas fait par hasard. Et lorsque vous allez négocier des centaines de millions de dollars, c'est très différent aussi. Vous devrez être en mesure de démontrer de manière assez claire votre capacité à absorber cet argent, ce que vous allez en faire et comment vous allez le rembourser. Et tout ça doit être fait par des personnes qui représentent la perception nécessaire de la confiance. Et il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il faut toujours faire, c'est l'échange des documents. Quand vous allez négocier un grand contrat, ou quand vous allez négocier quelque chose de beaucoup plus important, vous envoyez en avance un document à votre partenaire et lui, théoriquement, est censé faire la même chose. Comme ça, vous lisez et lui aussi lit, vous savez l'un et l'autre de quoi vous allez parler. Comme ça, il n'y a pas de surprise sur les choses essentielles. Et quand on vous envoie un document, s'il vous plaît, prenez le temps de bien le lire, de vous documenter et même de poser des questions, y compris à des personnes qui sont plus qualifiées que vous sur un certain nombre de choses. Est-ce que c'est clair? On va aller dans la dernière phase qui est la plus grosse bêtise des Congolais. Ils signent trop vite. Ils ne lisent pas la convention de manière attentive. Parce qu'il y a ce qu'on écrit en grand et ce qu'on écrit en petit. Il y a ce qu'on dit de manière visible et perceptible rapidement, et il y a des choses que l'on cache derrière des mots. Si vous ne comprenez pas le sens de quelque chose, ne signez pas, posez la question. Et quand vous n'êtes pas convaincu de ce qui est écrit, demandez qu'on reformule, de sorte que ça soit clair pour tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez signé, vous êtes engagé. Vous avez signé, vous avez pris l'engagement. Ce pourquoi vous avez signé, vous devez le faire. C'est un engagement. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, post-négociation, c'est de toujours dire quelles sont mes responsabilités au-delà de mes droits. Et dans une négociation, la capacité que vous avez, vous, à faire votre part, vous valorise ou vous dévalorise. Donc, assurez-vous, avant de signer une convention, que vous êtes préparé, vous êtes capable de prendre des engagements pour lesquels vous allez signer. Donc, avant même d'aller négocier, vous devriez savoir qu'est-ce que vous apportez sur la table. Parce que c'est ce qui va vous valoriser au cours de la négociation et de la discussion. OK? Très bien. Je vais vous laisser quelques minutes pour poser des questions. Oui. Pouvez-vous nous expliquer la notion de la résiliation d'un contrat? D'une convention ou d'un contrat. Chaque convention et chaque contrat prévoit toujours des conditions dans lesquelles cet arrangement peut être arrêté. En grande partie, c'est l'une ou l'autre partie qui ne respecte pas ses engagements, ou en cas de force majeure, ça c'est le cas général où personne n'y peut quoi que ce soit. S'il y a la guerre, même si on avait dit que tu allais me livrer, que moi je devais te payer, s'il y a la guerre et que ton stock a été volé, on n'y peut rien, on appelle ça force majeure. Mais par contre, si moi tu m'as livré la marchandise et moi je ne t'ai pas payé, j'ai fait un défaut par rapport à mes engagements vis-à-vis de ce que nous nous sommes dit. Tu as le droit de pouvoir arrêter le contrat et de me demander de te dédommager pour ce que je n'ai pas fait. Et donc, les conditions générales d'interruption de contrat sont généralement mises dans le contrat lui-même. Et lisez-les bien. Oui. Est-ce qu'on peut mettre fin à des contrats d'État? Ah oui, bien sûr.
Il y a beaucoup de pays qui ont mis fin à des contrats, y compris des contrats d'intérêt général. Ça peut être un intérêt militaire, comme on le voit dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays qui ont décidé d'arrêter leur coopération militaire avec un certain nombre de pays. Il y a même des contrats qui sont des contrats miniers ou de pétrole, pour lesquels, y compris la RDC, a mis fin. Mais quand vous mettez fin à un contrat, assurez-vous que vous avez fait votre part et que c'est de la faute de l'autre que vous avez mis fin au contrat. Sinon, il y a toujours des pénalités. Oui. Et puis, quand vous arrêtez les contrats tout le temps, l'impression que vous donnez aux gens, c'est que il est difficile de faire du business avec vous de manière continue. Ça peut tacher votre image de marque. Oui. En fait, vous avez dit de sceller les contrats. Mhm. Et vous avez parlé des piliers que j'ai identifiés. Donc, après, le premier moyen, c'est sceller les contrats émotionnellement. Mhm. Autre, Techniquement et financièrement. selon vous, dans votre parcours, lorsque vous avez écouté, Mhm. quelle est la meilleure façon de sceller un contrat? Si je comprends votre question, quelle est la meilleure soudure d'un contrat? En fait, je veux dire ceci. La meilleure façon de sceller un contrat, c'est-à-dire la meilleure signature des contrats, c'est laquelle? La confiance. La confiance. Il faut absolument que lorsque vous signez, vous ayez confiance en la personne qui est en face de vous et que la personne ait confiance en vous. C'est l'élément qui détermine qu'ils prennent des risques avec vous. Oui. Que faire pour obtenir la totale confiance? Vous ne l'aurez jamais totalement, longtemps et durablement si vous ne l'entretenez pas. Restez digne de vos engagements. Assurez-vous que tout ce que vous dites, vous le faites. C'est comme ça que les gens apprennent à vous faire confiance au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que les gens apprennent à vous faire confiance, même si vous vous trompez, ils vous trouveront des excuses. Parce que vous leur avez donné des blocs de confiance. Mais ça, c'est post-contrat. Exact. Et pendant la négociation. Ah, vous vous vendez. Vous donnez tous vos arguments. Vous donnez vos références, vous donnez ce que vous avez déjà fait, vous montrez ce que vous êtes capable de faire, vous expliquez pourquoi vous voulez le faire, vous expliquez quel est l'intérêt de l'autre. Vous pouvez me donner un exemple? En fait, essayez de faire ça s'il vous plaît. Vous pouvez comprendre quelque chose dans le film. Donnez-moi un scénario. Bon, en fait, on vient négocier avec vous. Vous voulez être intégré dans la fondation du débatteur sans frontières. Et que... Moi, je suis déjà, heureusement. Bon, c'est l'exemple que vous avez dit. Oui. Et l'auditeur qui est en face de vous, c'est justement lui qui doit... Je vendrai qui je suis. Je dirais que je suis un excellent formateur et j'ai un carnet d'adresses extrêmement important. Je démontrerai de manière assez claire que si je rejoins la Fondation Débatteur, voici ma valeur ajoutée et je leur ferai comprendre que je suis à prendre ou à laisser. Après, je pourrai survivre. Est-ce dans la négociation? Oui. Dans la négociation, il faut toujours avoir la main sur la question. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que tu mendies. Il faut te faire désirer. C'est comme quand tu dragues une femme. Oui. Dans la négociation, est-ce qu'il peut arriver qu'on supplie? Ah non, jamais. Dès que tu commences à supplier, tu te mets en situation de faiblesse. Pose la question aux filles, ils vont te donner un coup de pied. Elles vont te donner un coup de pied. Oui. Comme vous l'avez dit, que c'est là de la négociation, entraînement se préparer. Renseignement sur la culture de la personne rencontrée. Maintenant, si que vous c'est très bien renseigné sur la culture de la personne, Entre autres. vous arrivez au lieu précis à l'improvisation. Qu'est-ce que vous dites? Vous devrez être suffisamment intelligent pour être en mesure de pouvoir vous rattraper dans la situation. C'est simple que ça. Un exemple franchement. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé de récupérer l'hôpital du cinquantenaire? Je ne l'ai pas récupéré. D'abord, ce n'est pas l'hôpital du cinquantenaire. Ah, pourquoi l'État a récupéré l'hôpital du cinquantenaire? C'était une catastrophe. Je sais, parce que je suis dans le dossier. L'hôpital du cinquantenaire est un bien de l'État congolais qui a été mis en convention de gestion avec des Indiens.
qui n'ont pas honoré leur part et qui n'ont pas fait de cet hôpital un espace de soins, qui en ont fait un espace de deuil en priorité. Et pour n'avoir pas rendu les missions obligatoires qui sont dans le contrat, l'État congolais avait intérêt à arrêter pour être en mesure d'en faire un véritable hôpital. À côté de ça, il faut quand même reconnaître qu'il y a, j'ai envie de dire, un abus financier. Il y a de l'argent que l'État congolais a mis. Quand vous regardez ce qu'est cinquantenaire, même pas le 10e de l'argent n'a servi. Mais l'autre partie devait mettre aussi de l'argent, n'a jamais mis. Et donc, il est allé en justice, la justice a été dite, il a perdu. Mais c'est une page tournée. D'accord, oui. Vous avez dit, lors de la négociation, il faut que les deux parties, chacun apporte un document. Il est préférable d'avoir échangé les documents. Ça permet que les uns et les autres se préparent. Sinon, la négociation devient trop longue et l'émotion prend le dessus sur la raison. Exactement. Ma question est de savoir, dans ces documents, quels sont les points qui doivent nécessairement exister. Dans cette... Votre lecture du contrat, l'intérêt que vous avez pour le contrat, et ce que vous apportez au contrat. Vous permettez que je note cela, si vous pouvez en dire si lentement pour que Je n'ai pas compris. Vous permettez d'en dire un peu plus lentement pour que j'arrive à écrire cela. Le point qu'il faut nécessairement... Il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer ici, donc vous pourrez prendre ces notes si vous le désirez. Parfait, merci. D'accord. Oui. Merci beaucoup, coach. J'aimerais bien vous demander si vous pouvez nous indiquer quelques ouvrages par rapport à cette matière qui peut nous aider à enrichir, parce que c'est vraiment important, mais apparemment nous avons que peu de temps. Et avec des ouvrages, je pense que ça pourra vraiment nous aider à enrichir. Il y a deux qualités d'ouvrages. Il y a les ouvrages écrits fixes, et il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui peut vous permettre d'avoir énormément de contenu. Ce que je peux faire, c'est que je peux envoyer à vos collègues un certain nombre de référentiels, des choses que vous pouvez regarder. Bien sûr. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Oui. ça nous arrange. Autre chose? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle John. John. Tu es brillant. D'accord. En fait, on a signé des contrats et on n'a pas respecté les contrats. Et je vais interrompre les contrats. Mhm. Alors, quelles sont les procédures qui sont dignes à suivre pour interrompre les contrats? D'abord, il faut avoir ta conviction profonde que tu n'as plus besoin de continuer ce contrat. Il faudra que tu sois vraiment convaincu, que tu saches ce que tu perds et ce que tu gagnes en interrompant le contrat. Deuxième chose, et ça c'est la chose la plus importante, assure-toi que tu le fais bien. Et quand tu es sûr que tu le fais bien, n'aie pas peur. Les faire bien, cela implique quoi? Cela veut dire qu'en fait, ce que vous faites est moralement justifié. Parce que si vous trichez avec vous-même, ça va vous rattraper. Mais à partir du moment où vous pensez de manière convaincante que vous devez absolument arrêter ce contrat parce qu'il n'est pas en place, faites-le bien et vite. Parce qu'il y a l'après-contrat. Faudrait-il attaquer quelqu'un à la justice directement? Pas nécessairement. Des fois, l'arrêt est intéressant pour les deux parties. Mais assurez-vous qu'à partir du moment où vous avez des raisons d'arrêter un contrat, que vous l'arrêtez rapidement. Ne vous laissez pas abuser. Par définition, une convention, elle est signée et exécutée de ce qu'on appelle de bonne foi. Vous devez être vraiment de bonne foi, vous devez faire les choses comme vous pensez que vous devriez le faire. Si l'autre partie n'est pas de bonne foi, vous avez le droit de pouvoir arrêter. Merci. D'accord. Deux autres questions? Coach, Oui. Monsieur le coach, est-ce qu'on peut aussi avoir une négociation verbale sans Bien document? sûr, absolument. Ok. En grande partie, elle est verbale. Ce n'est que la préparation qui demande des fois qu'on échange un certain nombre de documents. Mhm. Oui, s'il vous plaît, coach. J'allais savoir, par rapport à votre expérience, quelle est la stratégie que vous avez vraiment mis en place ou une stratégie qui vous a permis de gagner plusieurs négociations, si je peux dire ça comme ça? J'ai un avantage, mon âge, et l'ensemble des choses que j'ai faites. En grande partie, je suis recommandé. Ok.
Des fois, je suis là et quelqu'un te dit tu veux faire ça? Demande à Al. Quand j'arrive, c'est déjà fait. Mais ça, c'est des choses qu'on a avec l'âge et l'accumulation des résultats et la fiabilité que vous avez faite dans la vie. Chaque chose que vous faites vous construit et construit votre réputation. Prenons avoir un petit aperçu de votre parcours, les études que vous avez faites. Je suis un polytechnicien au départ. Ok. J'ai fait la polytechnique, j'ai fait chimie industrielle et j'ai travaillé une dizaine d'années dans le groupe Unilever. Unilever était propriétaire de Marsavco à l'époque et c'est une multinationale à travers le monde. Après, j'ai arrêté, je suis allé faire des études d'économie aux États-Unis. J'ai fait une branche assez barbare de l'économie qui s'appelle stratégie économique à Duke University. Et j'enseigne à l'université catholique. Je refuse d'enseigner aux étudiants de base. J'enseigne au programme post-universitaire. D'accord. Il y a une main qui est là, qui insiste. Je crois qu'on va prendre Vous ça. êtes un expert en négociation. Je suis un expert du karaté, oui. Je suis un ancien champion d'Afrique de karaté. J'ai été 2 fois champion du Congo. C'est ça que vous vouliez savoir? Non, sur votre profession actuelle. Mon métier est un vendeur d'intelligence. Ok, Oui. je comprends. Oui. Oui, professeur. En fait, notre ami, vous avez posé la question de savoir dans le des entreprises, est-ce que la confiance est vraiment utile? Vous avez dit que oui. Sur ce, j'aimerais savoir si c'est nécessaire que l'autre entreprise puisse parler des failles et de secrets. Oui, des failles. Ah non, en fait, c'est de à l'autre faiblesses. de pouvoir trouver vos failles. Ouais. Sauf si vous estimez que c'est un point de départ pour être en mesure de pouvoir trouver la complémentarité dans l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Ça peut être la justification. Mais si ce n'est pas ça, il n'y a pas de raison de pouvoir s'exposer. Ah oui, là, OK? Oui. On n'arrive pas à boucler. Merci beaucoup, coach, pour l'octroi du verbe. Ma question était celle de savoir, est-ce qu'il existe des institutions ou encore des groupements formels où nous trouvons des négociateurs? Ou bien être négociateur ici au Congo, c'est informel ou juste... Non, il y a un secteur très particulier mondialement reconnu, c'est celui du climat. Ok. De manière régulière et permanente, tous les pays, dans le cadre de COP, de la COP, Oui. se rencontrent pour négocier les différentes étapes et les différentes évolutions. Et chaque pays désigne des négociateurs. C'est des gens qui sont formés à la matière, qui sont formés à la diplomatie. Ok. Mais il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres secteurs où on ne laisse pas au hasard les négociations entre parties. Ok. Oui. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez parlé, vous avez dit qu'il faut... Il y a une grosse contradiction entre votre voix et vous. J'ai dit ceci. Vous avez dit qu'il faut connaître la culture de la personne Avec qui on va négocier, c'est exact. On va négocier. Oui. Je pars par l'exemple que vous avez donné de la reine d'Angleterre et puis le Oui, bien sûr. président Obama. Et que dans la conversation, vu que c'est un manque de respect pour la reine, elle s'élève et part. C'est arrivé, en fait. Poutine est arrivé au Royaume-Uni pour une négociation. Il devait entrer à 9h54. Il est venu à 9h55, à 9h56. À 9h55, c'est la reine qui devait entrer. 9h54, il n'est pas entré. La reine entre à 9h55, Poutine entre à 9h56, la reine sort par l'autre porte et revient par derrière. Si ce n'était pas Poutine, elle serait partie pour toujours. Parce qu'une minute de retard dans un cadre protocolaire diplomatique peut être une véritable insulte. Oui, allez-y. Ok, dans ces cas, et que le président doit impérativement rentrer avec ces contrats-là, quels sont les moyens que le président peut utiliser pour se rattraper dans ces genres? Il faut que ça arrive pour que je puisse y penser, sinon j'ai pas envie de perdre mon temps. Non, admettons que c'est vous. Oui. Vous êtes en face d'une personne. Oui. Qui est fâchée. Oui, qui est fâchée. Oui. Quels sont les moyens de rattrapage pour enfin pouvoir poursuivre et arriver à signer les contrats? Je pense qu'une des choses, c'est qu'il faut retrouver le contact. La chose la plus importante, c'est de trouver quelles sont les personnes qui sont influentes autour de la personne, les contacter et leur donner la mission de présenter d'abord les excuses, ok? Et puis, deuxième, de montrer l'intérêt de poursuivre la négociation. Il y a des gens qui sont allés des fois répondre à un entretien d'emploi, ils arrivent 30 minutes en retard. On ne les a même pas reçus.
Parce que la personne considère que si tu l'avais considérée comme étant importante, tu serais arrivé à l'heure. Mais chez nous, on a toutes les explications du monde. Embouteillage. Je dois vous quitter dans 2 minutes. Oui. Oui. Oui, merci, coach. Je vous prends, il n'y a pas de souci. Terminez, jeune homme. John, allez-y. Vous devez gagner la grande partie du contrat. Donc, la personne avec qui tu négocies. Oui. Vous pouvez gagner sur papier. Quand viendra le moment de l'exécuter, il va vous lâcher. Mais il n'y a pas de problème. J'aurais quand même accompli mes intérêts qui est de gagner beaucoup. Vous allez gagner sur papier. Quand viendra le moment de l'exécuter, il ne fera pas sa part. Assurez-vous que le contrat est équitable. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Chinois? Ils nous ont bien tiré dedans. Ils nous ont bien trompés pendant un temps. Et puis un jour, les circonstances arrivent, on leur dit, bon, c'est à régler ou à perdre. Et ce qu'ils ont perdu est beaucoup plus grand que ce qu'ils auraient pu faire en bon temps. Mais vous savez pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait à l'époque? Parce qu'ils ont corrompu quelques personnes. En d'autres termes, l'éthique est une chose extrêmement importante. Oui? Oui, je voulais savoir, si vous voulez négocier avec une entreprise et vous constatez que l'entreprise n'est pas coopérative, que faire? Vous pouvez vous en passer, trouver un autre partenaire. Mais si vous tenez vraiment à faire du partenariat avec eux, faites-les fléchir, il faudrait que vous leur montriez ce que vous avez de plus, pourquoi ils doivent être avec vous. Oui, professeur. En fait, j'aimerais savoir si on peut investir dans une entreprise où les frères et sœurs ne s'entendent pas bien. Une entreprise familiale? Oui, c'est ça, une entreprise familiale. Pardon? Si entre eux, ils ne s'entendent déjà pas, pour quelle raison vous allez vous retrouver dans des problèmes? N'essayez même pas. Mais le papa et la maman, vous dites que non, ça va très bien. Vu que c'est familial, dans la maison, il essaie un peu de cacher, mais Je vous conseillerais de ne pas rentrer dedans. Si entre frères et sœurs, ils ne s'entendent déjà pas, qui êtes-vous, vous, pour venir être en mesure de pouvoir avoir une bien meilleure relation de travail? On dit souvent que les travails, il faut chercher la paix dans la vie, hein. À moins que vous soyez parmi les gens qui cherchent des problèmes. Oui. Bien. Je considère que j'ai répondu à toutes les questions, sauf 2, c'est ça? Je peux dire joker? Non, il tient. Ouais. Il y a deux manières d'être. Comme je peux dire, dans l'art oratoire, nous avons la posture. Lorsque vous êtes en train... Dans l'art oratoire, nous avons la posture. Lorsque vous êtes en train de s'exprimer devant les gens. J'aimerais aussi savoir, lorsque vous êtes en train de négocier quelque chose, comment est-ce que vous pouvez être, la manière que vous pouvez s'asseoir et... Encore une fois, ça dépend de qui est en face. C'est très important de savoir qui est en face. Vous savez ce que je fais tous les jours? Non. Vous connaissez mon métier tous les jours? Non. Je suis le directeur général du centre hospitalier universitaire Renaissance, le nouvel hôpital ex-Mamaïmo. J'en suis le directeur général. Tous les jours, je me passe avec des gens qui ne savent même pas que je suis le directeur général de l'hôpital. Est-ce que ça m'enlève le fait que je suis directeur général? Non. Et ça marche. Tout à l'heure, Gracia, ma PMO, tout à l'heure, se moquait de moi parce qu'on sortait d'un bureau et j'ai vu une dame qui se battait avec une civière. J'ai ouvert la porte pour qu'elle passe. Cette dame ne s'est même pas rendue compte qui je suis. Elle est passée avec la civière, j'ai refermé, je suis parti. Elle a souri. Je sais pourquoi elle a souri. Et donc, le fond est plus important que la forme. Si vous allez négocier avec un Français, portez une veste cravate. OK? Oui. Si vous allez négocier avec un Américain, portez un t-shirt. Allez.